Merci, ah, merci, merci. Je prends. Merci à toutes et tous. Et vous pouvez surtout applaudir ceux qui étaient là à l'heure. Ah, avec un peu de lumière, c'est pas mal aussi. Ceux qui étaient là à l'heure, parce que là, on est un petit peu en retard. Mais je dois dire que quand je suis venue dans la salle à 14h15, il y avait une petite trentaine de très sérieux qui étaient déjà là. Donc, ils méritent d'être applaudis et encouragés. Merci à eux. Non, mais je sais que le déjeuner était délicieux et que vous en avez profité. Et puis, vous vous revoyez. Certains d'entre vous ne vous êtes pas vus depuis 1 an. Donc, on renoue les contacts. Mais bon, on a un programme à suivre. Donc, je vais attendre que ceux qui sont encore debout s'assoient et qu'on soit prêts à... Parce que c'est du sérieux, là, ce qu'on va faire. C'était déjà sérieux ce matin, évidemment, mais ce qu'on va faire là encore, c'est pas le moment de faire la petite sieste, vous savez, le petit coma post-déjeuner et tout, hein, parce que je vous vois, hein. Non, il faut rester avec nous, parce que là, on va, dans un instant, passer à la restitution des ateliers. Puis après, nous avons nos invités, Marie Barsac et Claude Onesta, qui viendront nous parler de ce que peut représenter pour les entreprises de proximité, ce que peuvent représenter les Jeux Olympiques comme opportunité, comment s'y préparer. Puis je pense même qu'avec Claude Onesta, on va faire presque un petit peu de coaching comme ça, là, en direct et groupé, hein. Ça va pas être de la thérapie de groupe, mais un petit peu de coaching de groupe, parce que Claude Onesta, il est toujours en forme et il est toujours très, très enthousiasmant quand on l'écoute. Alors on va redémarrer cette journée de travail, on va débuter cet après-midi de travail, je vous le disais à l'instant, avec l'heure des restitutions des ateliers, le jingle. On me dit... J'étais en train de me dire que la personne qui lance le jingle n'est pas revenue de déjeuner, mais apparemment le jingle est déjà passé, c'est moi qui n'ai pas été assez vigilante, ça va être ça. Bon, alors puisque le jingle est passé, on va faire comme si, et on va rappeler sur scène 5 vice-présidents, puisque vous avez compris ce matin qu'il y avait une vice-présidence qui était en train de changer. Donc Patrick Liebus, Michel Chassan, Joël Mauvigné, Pierre Martin et Bernard Stalter nous rejoignent. Merci de vous mettre en place. Voilà, vous retrouvez les places que vous aviez déjà ce matin. Et pour l'atelier numéro 1, pour la restitution du travail de l'atelier numéro 1, c'est là qu'on va voir qui a travaillé ce matin dans la restitution. Atelier numéro 1, quel levier de croissance pour les entreprises de proximité? Fanny Berton et Sabine Basili nous rejoignent, s'il vous plaît. Fanny, vous installez là. Bonjour. Je vous laisse à la place. C'est la place des ministres, hein, là, vous avez remarqué. Donc, peut-être une info à venir. Alors, moi, je vais reprendre mon petit pupitre. Et on va commencer avec vous, Fanny, qui vous faites la restitution de votre atelier. Alors, c'est un atelier dans lequel il a été beaucoup question de la loi Pacte. Exactement. Et s'il y avait, je sais pas, une formule pour résumer l'atelier, je dirais loi Pacte, bien, mais peut mieux faire. C'est exactement ça, c'est bien mais peut mieux faire. On a vraiment posé le cadre de cette loi pour trouver quels vont être les leviers de proximité pour les petites entreprises. Alors, toutes les entreprises de proximité vont-elles être impactées par cette loi? Il y a des choses bien, des choses moins bien, etc. Il y a vraiment eu un débat là-dessus. L'objectif, en tout cas, de cette loi PAC, c'est d'améliorer la performance des entreprises et d'associer les salariés aux résultats. Alors, les 2 principaux axes aussi qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est donc le plan gouvernemental d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, et également en seconde partie, le plan de revitalisation des centres-villes qui est en préparation. Ce sont 2 projets qui reflètent les attentes des entreprises de proximité ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de voir avec nos différents intervenants. Cet atelier débat a permis de passer en revue les différents leviers imaginés par nos gouvernements pour muscler les entreprises françaises, notamment les plus petites. C'est ce qui nous a principalement intéressés aujourd'hui. Alors, autour de la table, j'avais avec moi bien sûr Sabine Basili.
Sabine Basili, présidente de la Commission des affaires économiques et sociales, du développement durable et des territoires de l'UDP. Pardon ? Fiscale, pardon, excusez-moi, oui, excusez-moi, des affaires économiques et fiscales, tout à fait. On avait également Sophie Thierry, directrice des relations avec les décideurs sociaux du groupe Aesio, Emmanuel Le Chypre, journaliste économique de BFM TV, Michel Chassan, vice-président de l'UDP, en charge des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, et également Thierry Lange, adjoint du chef de service, direction générale des entreprises. Alors, également, pardon, excusez-moi, j'ai oublié 2 personnes, Michel Côté, directeur général de la SIAGI, et Rémi Pointreau, sénateur du Cher, auteur de la proposition de loi revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Alors, on a parlé de la loi Pacte, et dans un premier temps, pour vous faire une petite restitution, Thierry Lange a présenté les objectifs de cette loi. Pour lui, c'est un projet de libéralisation des énergies pour lever les freins de la croissance des entreprises. Des entreprises donc libérées, mieux financées, plus faciles à transmettre. Voilà quelques-uns des grands axes. Le représentant du ministère de l'économie a insisté sur un point qui ne fait pas forcément consensus, le stage préalable à l'installation qui passe d'obligatoire à facultatif. Au-delà, d'autres articles retiennent l'attention, la promotion de l'artisanat, la modification des seuils de recours aux commissaires aux comptes, la suppression du plafond des 50 salariés pour les droits de suite ou encore la mutualisation de certaines missions entre le réseau des CCI et des chambres de métiers et de l'artisanat. Pour reprendre les dires d'Emmanuel Le Chypre, la future loi Pacte est sans doute le texte le plus important pour changer la vie des entreprises des 30 dernières années. Un État qui sanctionne moins, qui accompagne plus, tout cela va, selon Emmanuel Le Chypre, dans le bon sens en tout cas. Il a dit ça, moi je reprends juste ce qu'il a dit, en tout cas c'est vraiment, entre guillemets, on ne cite que ses dires. Ensuite on a ce journaliste économique, donc Emmanuel Le Chypre, qui demande à voir les effets concrets sur le terrain. Les mentalités vont-elles changer? L'État va-t-il vraiment jouer le jeu, sachant qu'il est davantage dans la culture du contrôle et de la répression? Et il nous a donné un petit exemple en Estonie, assez parlant, en nous disant que en Estonie, l'administration n'a pas le droit de vous demander 2 fois le même document dans votre vie. On attend de voir ça en France, ça a été bien applaudi quand même. Ça. Alors, avant qu'on arrive à ça en France, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais en tout cas, l'exemple est parlant. Ça fait réagir. Si seulement. Si seulement, c'est ça. Ensuite, Michel Chassan, vous avez demandé aussi à ce que les bonnes intentions sur le papier se transforment dans la réalité. Et le vice-président de l'UDP a donc cité le prélèvement à la source, ce qui n'est pas, je vous cite, franchement, une mesure de simplification. Au-delà, dans le détail, Michel Chassan apprécie l'assouplissement de la création des EIRL, l'encouragement de l'épargne salariale, la suppression du forfait social, l'harmonisation des contrats d'épargne retraite, etc., etc. On a eu beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Au rayon des regrets figure au premier rang la volonté de commencer par le seuil de 20 salariés. Pourquoi pas 10 d'abord? C'était la question. La question également des conjoints collaborateurs, très important pour les entreprises de proximité. Pas assez, selon Michel Chassan, pris en considération. Ou encore la suppression du stage à l'installation qu'il a qualifié de mesure de déqualification. Il a été applaudi dans la salle, je tiens à le dire. On vous a applaudi pour ce que vous avez énoncé là-dessus. Sur la question spécifique de l'épargne salariale, la question a été bien sûr posée à Michel Côté de la SIAGI, qui partage pleinement l'avis de Michel Chassan. Le président de la SIAGI a ainsi réfléchi à la possibilité de garantir les prêts de salariés aux entreprises et même, pourquoi pas, à leur propre entreprise, car pour lui, il n'y a pas que l'endettement dans la vie, l'investissement compte aussi. Toujours sur la loi Pacte, on a eu Sophie Thierry qui a rappelé la nécessité de prendre en compte la santé des entrepreneurs. Je la cite, tous les problèmes des petits chefs d'entreprise pèsent beaucoup sur leur santé. La morosité est donc un frein. Et pour bien s'occuper de ses collaborateurs, il faut d'abord prendre soin de soi. Forcément, si on n'est pas en forme, ça ne va pas fonctionner et les performances des entreprises vont en pâtir. La directrice des relations du groupe Aesio a donc mis l'accent sur la proximité que sa mutuelle cherchait à réinventer avec l'ensemble de ses adhérents. Nous sommes ensuite passés au plan de revitalisation des centres-villes de proximité. Il en a été aussi beaucoup question dans la deuxième partie de cette table ronde. Le sénateur du Cher, Rémi Pointreau, a travaillé pendant plus d'1 an et demi sur cette question délicate. Et pour lui, la situation est alarmante. Je vais vous donner quelques chiffres. Le taux de vacances commerciales à l'échelle nationale est de 10 à 12%, mais monte à 25% dans des villes comme Vierzon, 26% à Guéret et même 29% à Calais.
700 villes sont en grande difficulté, c'est quand même à noter, c'est très important. Des villes moyennes mais aussi petites, de 6 000 à 7 000 habitants. Dans le même temps, entre 2014 et 2017, on est passé de 14 à 17 millions de surfaces commerciales. Et depuis 2005, ce chiffre a augmenté de 65%. Alors que la consommation n'augmentait que 38%. Donc on crée encore plus de centres commerciaux. Finalement, la consommation n'a pas augmenté autant. C'est limite x2, donc c'est quand même assez important. Il faut faire revenir les habitants, encourager les consommateurs à laisser des services publics, diminuer les normes, renforcer le FISAC. Voilà quelques-unes des mesures préconisées par Rémy Pointreau et son collègue sénateur Martial Bourquin, qui prennent également en compte la problématique des zones commerciales en périphérie. Pour le parlementaire, le plan du gouvernement qui prévoit 5 milliards d'euros sur 5 ans pour 222 villes ne va pas assez loin. C'est complémentaire à ce que nous avons proposé, je le cite, mais la somme annoncée compense simplement la baisse des dotations aux collectivités. Il a vraiment insisté sur ce point-là. Sur ce sujet, Emmanuel Le Chypre est revenu dessus. Il se montre assez clair. Selon lui, on ne pourra discuter qu'à partir du moment où on aura le haut débit partout en France. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas encore le cas dans toutes les villes. Et selon Emmanuel Le Chypre, c'est le plus urgent à faire. Je vais finir avec Sabine Basili, à mes côtés. Je vais vous citer. Alors vous voulez faire du volontarisme un mode d'action. La vice-présidente de l'UDP a annoncé le lancement d'un grand appel à projets auprès des UDP territoriales pour faire émerger des diagnostics partagés, des solutions concrètes. Vous avez la volonté de persuader les entreprises de proximité, ce sont les mieux placées pour relever le défi, ça on le sait, c'est aussi pour ça qu'on est tous présents aujourd'hui, et vous donnez rendez-vous au Salon des maires, on le redit, du 20 au 23 novembre pour échanger. D'ailleurs, l'UDP aura un stand sur le Salon des maires, donc c'est important de donner ce rendez-vous. Michel Chassan a conclu cet atelier débat, il partage l'optimisme de Sabine Basili. Et la meilleure preuve que la proximité est une voie d'avenir vient d'ailleurs de la grande distribution. Les enseignes cherchent toutes à réinvestir dans les centres-villes. Et je finirai par une petite phrase de conclusion. Je pense qu'elle va vous plaire. Elle nous vient d'Emmanuel Le Chypre et c'est assez parlant, qui nous dit que chez les grands patrons de la distribution, le rêve du magasin de demain, c'est le magasin d'il y a 50 ans. Je pense qu'on partage peut-être à peu près tous ce point de vue-là. En tout cas, moi, je le partage. Merci beaucoup, Fanny. Fanny Merci. Berton, merci. Merci. Et oui, mais merci Fanny. Merci. Le magasin de 50 ans, je vais peut-être commencer avec vous, Sabine Basili. Il faut que vous preniez le micro. Vous pouvez rester à votre place. Prenez le micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Alors, Sabine, présidente de la Commission des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, et Michel Chassan, vice-président en charge de tous ces domaines-là. Vous étiez tous les deux dans la table ronde. Donc, je vais commencer avec vous, Sabine Basili. Bon, le magasin d'il y a 50 ans, on imagine par là que ce qu'entendait Emmanuel Le Chypre, c'est effectivement le magasin comme on l'aime. C'est-à-dire chez le petit commerçant qu'on connaît, avec qui on a un lien, avec qui on va pouvoir parler 5 minutes, qui va pouvoir nous conseiller sur une pièce de boucher, sur des légumes, sur un achat de quincaillerie. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus sympathique qu'une grande surface impersonnelle. Mais même ce magasin-là, il a beaucoup changé, j'imagine, depuis 50 ans. Il s'est adapté. Ce magasin de proximité. Ce magasin d'hier, oui. Effectivement, nos entreprises se sont aussi ancrées dans les mutations et ont adopté des modèles qui correspondent aux attentes des clients d'aujourd'hui. Mais ce qui est très paradoxal, et je parlais un peu de schizophrénie ce matin dans l'atelier, c'est qu'effectivement, on voit bien que cette demande d'authenticité et de valeur ressort de la clientèle, mais que pendant 50 ans, on s'est attelé à faire le contraire. Et que maintenant, on veut y revenir. Et y revenir avec de la grande distribution qui veut s'implanter avec un nouveau modèle dans les villes, ce n'est pas un modèle qui va convenir. Et donc l'idée dans nos travaux, c'est de faire en sorte que cette revitalisation des centres-villes, centres-bourgs qui nous est chère, à tous, à toute la société, elle s'appuie sur nos compétences, nos savoir-faire et sur les hommes et les femmes qui composent l'artisanat, les professions libérales et le commerce de proximité. Voilà. Michel Chassan, bon alors la loi Pacte, pour ou contre ? C'est peut-être moins binaire que ça. C'est pas binaire, c'est pas binaire. Il y a des bonnes choses et il y a des choses qui, ma foi,
nous laisse un petit peu indifférents. C'est vrai qu'entendre parler de simplification, on dresse l'oreille, on trouve que c'est favorable, évidemment. Sauf qu'on se méfie quand même. Dès que certaines administrations se mettent à parler de simplification, on se méfie vraiment, vu la taille de nos entreprises, on s'en méfie. Et alors on a raison de s'en méfier. Pourquoi? C'est parce que la première mesure qui est prise, c'est le prélèvement à la source. Alors donc, d'un côté, loi Pacte, simplification, de l'autre côté, paf, une ligne de plus sur la feuille de paye, un travail supplémentaire pour le chef d'entreprise, à la fois un travail concret et social, parce qu'il va falloir évidemment répondre à un certain nombre de questions. J'imagine que nos salariés ne vont pas téléphoner aux impôts, même si on leur promet la gratuité dans leurs appels. C'est quand même le moins qu'on puisse faire, parce que nous, ils n'ont pas besoin de nous téléphoner, ils nous voient tous les jours, et puis c'est gratuit, quoi, hein, d'avoir un entretien, puis en plus on peut le renouveler tous les jours, enfin bref. Donc on imagine que les questions, c'est nous qui allons devoir y répondre, et certainement pas l'administration fiscale. Voilà. Donc c'est la première mesure de simplification qui, quand même, nous trouvons relativement paradoxale. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments dans la loi Pacte qui vont plutôt dans le bon sens. Je pense en particulier au dispositif EIRL, c'est-à-dire une entreprise individuelle sociétale simplifiée qui nous permettra quand même de sortir de l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a aujourd'hui, comment dirais-je, une inéquité entre ceux qui sont à l'IS et ceux qui ne le sont pas. Et donc les inconvénients sont, à mon avis, et on aura l'occasion d'y revenir dans notre commission, chère Sabine, sont devenus tellement importants aujourd'hui qu'on doit chacun d'entre nous réfléchir s'il n'y a pas lieu d'opter pour un système basé sur la société imposée à l'IS. Parce que quand on a l'IS qui va diminuer, puisqu'elle est à 33%, elle doit être à 25% très prochainement. Quand on sait que lorsqu'on est à l'IR, eh bien, on est imposé à la fois fiscalement, mais aussi sur ses cotisations sociales, sur les revenus, non pas sur les revenus propres, mais les revenus de l'entreprise, y compris les sommes que nous laissons à l'intérieur de l'entreprise, on pense qu'il faut vraiment qu'on promeuve, les uns et les autres, la société. Le problème, c'est qu'il faut que ces sociétés soient simples, parce qu'une des raisons pour lesquelles nos entreprises ont choisi l'impôt sur le revenu, la société, enfin, l'entreprise individuelle à l'IR, c'est parce que c'est simple. Voilà. Et donc, comme je me méfie toujours, moi, vous savez, on parle de l'IRL, on dit que ça va être simple, je me méfie, j'attends de voir, et donc je suis un peu comme saint Thomas. Merci beaucoup, Michel Chassan. Sabine Basili, je reviens à vous d'un mot et d'une question. Il a beaucoup été question sur cette table ronde, dans cet atelier, je cherchais le mot, Fanny Berton nous l'a dit tout à l'heure, de la santé et de la santé du chef d'entreprise. Parce que ça compte. On se dépense sans compter pour sa boîte, pour ses salariés, pour transmettre, pour être disponible pour ses clients. Mais la santé au travail, ça compte aussi pour le chef d'entreprise, pour l'artisan. Tout à fait. C'est vrai que c'est une question importante à laquelle on n'accorde jamais assez de temps et assez d'énergie, c'est le cas de le dire. Et je pense que dans nos organisations professionnelles, c'est une question qui est traitée et qui il faut qu'on trouve des solutions pour que les chefs d'entreprise se sentent bien dans leur travail aussi, parce que le burn-out touche aussi les chefs d'entreprise de nos petites structures. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais assez. Donc c'est très important, en effet. Ouais. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, Michel Chassan, Sabine Basili. Merci pour cette restitution du premier atelier. On va parler de l'atelier numéro 2 qui portait sur les ordonnances travail. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Smaen Amrani et Philippe Gartner, s'il vous plaît. Savez-vous, Smaen? Je vous en prie. Alors, il faut que je vous rappelle, mais je crois que vous le savez, que vous pouvez participer grâce au SMS. Le numéro s'affiche. Hashtag rencontre, mot dièse rencontre, si c'est votre premier SMS. Mais même là, je crois qu'il faut de toute façon recommencer, même si vous en avez fait ce matin, à remettre ce hashtag pour le premier. Et c'est promis, à un moment de la journée, on aura le temps de parler des SMS et de répondre à quelques-uns d'entre eux.
Smaën, donc, vous étiez sur l'atelier qui se déroulait ici, sur les ordonnances travail. Beaucoup de monde, hein. Tout à fait. Il y avait beaucoup d'intervenants. Les débats ont été vifs et l'ensemble de vos intervenants sont tombés d'accord, au moins sur un point, sinon sur plusieurs, mais au moins sur un point, c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt, 1 an après, pour faire un bilan de l'impact des ordonnances travail. Tout à fait, Audrey. Donc, on a tout d'abord rappelé les principales mesures des ordonnances travail. On a tenté de dresser un état des lieux également, en sachant que voilà, pour le moment, il est encore bien trop tôt pour pouvoir porter des conclusions. Une question que l'on s'est également posée, c'est de savoir s'il fallait aller plus loin. Alors, pour cet atelier, j'étais accompagnée de M. Patrick Liébus, un vice-président de l'UDP en charge des affaires sociales, des relations du travail et de la parité. Également de Philippe Gartner, à mes côtés, vice-président de l'UDP en charge des affaires sociales, des relations du travail et de la parité. Également M. Antoine Fouché, directeur de cabinet de la ministre du Travail. M. Raymond Soubi, président du groupe AEF, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Anthony Strecher, directeur associé de HA plus PME et également administrateur de la GSC. Et puis Marc Landré, rédacteur en chef du Figaro et responsable du service Éco-France. Alors, effectivement, alors même que les refontes additives de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage n'ont pas encore totalement été dessinées, on n'a pas encore dessiné leurs contours, les premiers pas de la réforme du Code du travail s'accompagnent de questionnements de fond. Alors, des questions. Où en est-on aujourd'hui du plan d'action promulgué le 22 septembre 2017 par le président de la République? La volonté gouvernementale de moderniser le dialogue social dans les entreprises, de renforcer leur compétitivité et d'encourager les embauches en diminuant le risque pour l'employeur de se retrouver lourdement condamné au prud'homme en cas de licenciement, a-t-elle trouvé un écho favorable auprès du monde entrepreneurial? Sur les 117 mesures adoptées, certaines ont plus marqué les esprits que d'autres. Accords d'entreprise, plafonnement des indemnités prud'homales, seuil de mise en place des instances représentatives du personnel, conditions de licenciement, sont autant de sujets soumis au verdict du terrain depuis 12 mois. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il sur le terrain? Si je ne devais en retenir que 2, j'évoquerai celles qui ont eu le plus d'effets à la fois psychologiques et réels, soulignait en introduction Antoine Fouché. Le premier est le barème limitant les dommages-intérêts au prud'homme, une mesure très difficile à mettre en œuvre, mais qui confère une plus grande lisibilité sur le coût d'un licenciement qui ne se ferait pas dans les règles. Nous sommes certains que ce dispositif sera un encouragement à recruter la main-d'œuvre dont toutes les entreprises ont besoin. La deuxième mesure phare, poursuit le directeur de cabinet de la ministre du Travail, c'est l'assouplissement du droit du travail et les nouvelles facilités offertes aux entreprises de moins de 20 salariés de négocier en interne, ici sur le temps de travail, là sur les rémunérations, là encore sur les perspectives d'évolution. Les outils pour ces petites structures sont devenus les mêmes que pour les grands groupes du CAC 40. C'est un début. Aux branches professionnelles désormais, de définir des accords types et de les accompagner au mieux des intérêts de leurs ressortissants. Une responsabilité de service qui, dit-il, est difficile et longue à promouvoir, d'où la nécessité pour les organisations professionnels et l'UDP de communiquer très largement sur le rôle essentiel joué à l'avenir par les branches professionnelles et plus largement sur le contenu de la réforme. Plus encore, nous mettrons tout en œuvre pour doter nos entreprises des outils nécessaires à l'appropriation de ces mesures, confirmait Patrick Liébus. Il nous appartient effectivement de communiquer, d'informer, d'écrire ou de réécrire certains documents à leur intention. C'est indispensable, rétorquait Marc Landré, car de telles mesures ne peuvent être correctement appliquées si elles sont méconnues
Et ça, c'est un point qui a été soulevé. C'est le job des organisations patronales, comme la vôtre, de faire avancer les réformes et de faire en sorte que TPE et PME s'en saisissent. Il faut aussi associer à cet effort les collectivités, ajoute Anthony Strecher. Quand un dirigeant est sur le terrain, le nez dans le guidon, il ne sait pas toujours à quoi et à qui se référer. Les mesures de la réforme seront d'autant mieux appliquées qu'elles seront expliquées en local. À ce jour, 364 accords ont été conclus dans des entreprises de moins de 20 personnes après l'organisation d'une consultation directe des salariés, ce qui n'était pas possible avant les ordonnances. Une goutte d'eau pour Marc Landré, mais un bon début malgré tout. Autre interrogation, le dossier sur la fusion des instances représentatives du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, délégué du personnel, en comité économique et social, a-t-il été correctement traité? Là-dessus, Raymond Soubi se veut nuancé. Il est traité en profondeur, c'est une autre question. Selon moi, disait-il, ce sujet intéresse davantage les grosses entreprises que les TPE et PME. Mais il s'agit d'un outil de facilitation et d'approfondissement du dialogue social qui répond à un principe élémentaire d'application des règles simples et stables. Plus les règles sont compliquées, eh bien moins elles sont comprises et moins elles sont donc appliquées. Une stabilité que Marc Landré n'a pas toujours notée. Alors sur le processus de l'assurance chômage, expliquait-il, le projet en cours n'a rien à voir avec l'initial. En 4 mois, sous l'impulsion du président de la République en personne, il a changé 4 fois de forme. Pour qu'elle soit comprise, une réforme doit être stable et ne pas naître de la volonté d'une seule personne. Ne pouvez-vous pas m'affirmer que dans notre action depuis 15 mois, c'est la nôtre unique point de désaccord, l'exception qui confirme la règle, réplique sobrement Antoine Fouché. En conclusion, en guise de conclusion, la majorité des syndicats, les ordonnances travail, pour la majorité des syndicats, les ordonnances travail étaient l'assurance de voir notre modèle social réduit en miettes. Pour le patronat, elles étaient la promesse d'un avenir meilleur. L'UDP a rapidement salué ces prises de position, reconnaissant que pour la première fois, la réforme n'était pas calquée sur les attentes exclusives des grandes entreprises, mais aussi des petites, sur celles des petites. Depuis 1 an, le mouvement n'en reste pas moins vigilant sur la qualité de leur mise en œuvre et leur efficacité. L'unanimité fait malgré tout loi autour de l'influence bénéfique que pourrait avoir la réforme. Il y a 1 an, a précisé en ouverture Antoine Fouché, nous vivions dans un contexte de forte attente du pays et des chefs d'entreprise sur la nécessaire modernisation du marché du travail, laquelle était elle-même jugée avec un peu d'injustice, comme n'ayant pas été menée depuis des dizaines d'années. Notre volonté était de tenir enfin compte des spécificités des commerces de proximité. Nous voulions une réforme sans casser ni diviser. C'est, je crois, dit-il, ce que nous avons fait. C'est la première fois qu'à l'intérieur d'une loi, une vraie réflexion spécifique sur les TPE est menée, abonde Philippe Kartner. Prenez le cas du licenciement, il était jusque-là souvent considéré comme un échec et une source de mauvais climat social au sein de l'entreprise. La réforme va l'encadrer, lui donner des limites et mettre fin aux appréhensions des dirigeants. Pour Anthony Strecher, cette réforme est la première du nom qui prend véritablement en compte les problématiques spécifiques aux petites entités. Aujourd'hui encore, créer une entreprise, c'est être coupable par principe. Là, on va inverser les choses. Le changement de barème prud'homal, la mise en place des règles simples, c'est une formidable avancée. En conclusion, Antoine Fouché ajoute un positivisme ambiant. L'important, c'est d'avoir un regard différent sur la temporalité et être conscient qu'une réforme de cette ampleur a besoin de temps pour se développer. Merci beaucoup, Smaën Amrani. Merci à vous. Merci d'avoir animé cet atelier ce matin et pour cette restitution. Philippe Gärtner est avec nous, président de la Commission des affaires sociales, des relations du travail et de la parité. Et vous êtes à côté de Patrick Liebus, vice-président de l'UDP en charge de ces affaires-là. Je vais commencer avec vous, Philippe Gärtner. La loi n'est pas assez connue.
Non, je crois qu'il faut être très clair. C'est la première fois qu'une loi de ce niveau-là prend autant en compte la spécificité des très petites entreprises. Et donc je pense que ça, c'est un élément que tout le monde a repéré. Alors après, il s'agit effectivement, comme vous le dites, de la faire connaître. En effet, l'une des caractéristiques des TPE, c'est de ne pas avoir de service RH. Et oui. Et donc, l'entrepreneur a comme première préoccupation de faire tourner son entreprise. Et à l'intérieur de cette préoccupation, il va s'approprier petit à petit, effectivement, les différents éléments de loi qui arrivent. Et là, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, je crois qu'il y a 2 éléments qui ont été très clairement repérés là-dedans. Bon, c'est la problématique du licenciement, avec l'inversion de la norme de faire primer le fond sur la forme, parce qu'effectivement, de nombreuses juridictions prud'homales condamnaient les entreprises Sur la forme. sur la forme. Donc ça, c'est quand même un élément majeur. Et deuxièmement, la barémisation. Donc ça, c'est ce premier ensemble qui est salué de tout le monde parce que ça permet de prendre des décisions plutôt que de laisser, excusez-moi du terme, pourrir une situation dans une entreprise parce qu'on n'osait pas prendre la bonne décision, ce qui pouvait y compris jouer en termes de productivité, d'ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Encore une fois, je l'ai dit ce matin, l'objectif d'un entrepreneur, ce n'est pas de licencier. Quand on embauche, c'est pour réussir avec la personne. Et quand on est amené à licencier, c'est un échec, c'est toujours un échec. Mais effectivement, ça s'est traduit par des cas où des gens ont hésité du coup à embaucher. Donc je pense que c'était essentiel pour permettre l'embauche. La deuxième chose, et là c'est peut-être encore là qu'il faut avoir le plus, je dirais, de communication, et c'est le rôle dont on va se charger dans le cadre de la commission, c'est justement les possibilités données aux entreprises de moins de 20 d'avoir des accords d'entreprise. Alors, aujourd'hui, 360, c'est mieux que rien, c'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui pourraient le mettre en œuvre, ça représente très peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aider les entreprises pour donner le cadre général dans lequel on peut travailler. Bien rappeler les règles des éléments qui peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise, parce qu'on ne peut pas balayer tous les éléments d'une convention collective au travers d'un accord d'entreprise, tout ça est bien cadré. Et à la demande du directeur de cabinet de la ministre, on s'est engagé, en tout cas je me suis engagé en tant que président de la commission, à avoir donc ce rôle d'information et aussi un rôle vis-à-vis de nos branches, parce que les accords de branche sont aussi des éléments qui peuvent être des éléments de cadrage sur ces dispositifs-là. Il est certain que le rôle de la branche, qui était un élément important dans les demandes de l'UDP aujourd'hui, puisse être repris, et donc nous avons ce travail à faire. Très bien, Patrick Liebus. Alors j'entends bien le fait qu'il est trop tôt pour faire un bilan, mais quand même ces ordonnances travail, elles viennent prolonger la loi El Khomri, qui venait elle-même compléter 2 lois Macron. Donc là, on devrait avoir déjà un peu de recul pour vous. Et est-ce que ça ne vous a pas, toutes ces dispositions n'ont pas au moins conforté les artisans, les chefs d'entreprise de proximité? Est-ce que tout cela n'aura pas donné un sentiment quand même de stabilité? Parce que ce mot-là, il est particulièrement important. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on a des ministres qui ont pris des mesures qui semblaient nous concerner. Sauf que là, on a une mesure qui a été prise, cette fois, qui nous concernait réellement. C'est-à-dire que la petite entreprise, la TPE, les PME, les entreprises de proximité, rentraient vraiment dans le sujet. On reprenait les choses à l'endroit. Ce qu'une petite entreprise peut faire, une grosse entreprise le fera. Ce qu'une grosse entreprise, dans tous les textes qu'on avait jusqu'à présent, faisait, nous, on ne pouvait pas le faire. C'est pas possible. Donc on était de fait complètement désorganisé dans le fonctionnement. Donc là, pour une fois, on reconnaît ce principe. Alors, ce n'est pas le tout de reconnaître un principe. Moi, j'aime bien quand on nous aime, mais j'aime surtout quand on va jusqu'au bout des choses. Donc là, derrière, il y a quand même des choses qui ont été écrites qui protègent l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que je crée de l'emploi ou pas? C'est la vraie question. Est-ce que j'ai la possibilité d'en créer? Parce que c'est aussi cela. Si on ne trouve pas de personnel pour le faire, c'est d'ailleurs d'autres discussions qu'on a en ce moment. Donc il fallait absolument que ça soit compris. Les accords de branche, les branches ont un rôle important à jouer, parce que dans le début de la négociation, j'avais l'impression quand même que les branches, on allait un peu passer à côté. Alors comme il y a un avantage à l'UDP, c'est que quand on part sur une négociation, je pratique depuis quelques années, mes collègues aussi, on sait où on va.
Et tout au long de la négociation, même si elle dure très longtemps, même très tard dans la soirée, on sait ce que l'on défend. Et la marche qu'on m'avait donnée, c'est, voilà, on doit être en place, tout accord qui va se discuter dans les branches, et ce qui est très bien, va devoir tenir compte de nos petites entreprises. Et puis, il faut protéger l'entreprise. Quand elle a l'emploi, quand elle veut se défaire d'un salarié pour des raisons multiples qui peuvent arriver, il faut qu'elle puisse le faire sans forcément se trouver dans une situation inextricable. Ou financièrement, c'est la fin de l'entreprise et on va perdre des emplois, cette fois dans tout l'ensemble de l'entreprise. On y est arrivé, hein. On y est arrivé, donc ça veut dire que ça marche. Alors oui, c'est vrai que nous, maintenant, c'est à nous de faire un travail. Il y a un CERFA qui a été mis en place, justement, c'est bien, mais nous, il faut qu'on regarde si tout y est parfait. Et puis, je l'ai dit, il faut faire extrêmement attention, c'est qu'entre les décisions ministérielles et l'application sur le terrain, avec des fonctionnaires, osons le mot, qui ont des fâcheuses habitudes, c'est que c'est des petits potentats dans un secteur, et quand on travaille, nous, dans la branche, à essayer de trouver une solution, à aider les entreprises à signer des accords, alors là, ils arrivent, ils se disent, attendez, c'est moi le chef quand même, hein, la directe, c'est moi le chef, donc je vais regarder ce que vous faites, et je vais peut-être même contrer ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je l'ai dit clairement au directeur de cabinet de Madame la Ministre, comme je l'avais déjà dit à Madame la Ministre, vous allez un peu rappeler à l'ordre ceux qui sont sur le terrain, qui jouent la police des contrôles, et vous allez leur dire quand même que, justement, suite aux accords et à l'ordonnance qui est parue là, on peut faire certaines choses, on ne va pas les faire n'importe comment, parce que ça, ce n'est pas le rôle de l'U2P, et donc, à partir de ce moment-là, il faut les rappeler à l'ordre. Et on va le faire dans les délais. Et maintenant, la question, c'est bien sûr, est-ce que, en un an, on ne peut pas savoir? On ne peut pas savoir, surtout qu'en même temps, on rentre dans une négociation d'assurance chômage qui est, tout ça c'est chaîné hein, dans la santé sécurité, dans la santé sécurité, on rentre dans plein de choses, donc tout ça, ça va être un chaînage. Donc il va falloir faire attention qu'un curseur à un endroit ne modifie pas ce qu'on a obtenu. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Monsieur Liebus, je vous entendais dire que vous l'avez dit clairement au directeur de cabinet de la ministre. Et on ne se connaît pas beaucoup, mais j'ai l'impression que vous dites toujours les choses clairement. Hein? J'ai un peu cette habitude, parce qu'au moins quand les choses sont dites, personne ne peut dire que vous ne les avez pas dites. Et voilà. Si vous les dites d'une façon très officielle à toutes les personnes concernées, au moins ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été avertis de la situation. Donc là, on rentre, d'ailleurs, parenthèse, on rentre dans les négociations d'assurance chômage. Il ne faut pas qu'ils rêvent, ça va faire la 3e fois qu'on négocie en 4 ans, 3 ans. Il va quand même falloir un petit peu qu'on cherche une solution et qu'on en trouve une, quoi. Si c'est pour nous promener à faire de la négociation, je pense que mes copains et moi, on a autre chose à faire. Si c'est pour trouver une solution, pour créer de l'emploi durable, sécuriser encore les entreprises, quand ils trouvent des salariés, ça on ira. Et c'est pareil pour la santé sécurité au travail. Il faudra construire des outils qui nous correspondent et pas des outils qui plaisent à des organismes tels Médecine du Travail ou autres organismes parce que ça leur plaît. Non, c'est ce qui nous va pour nous et pour nos salariés. C'est ça l'intérêt. Voilà, mais ça c'est dit. Merci. Philippe Gartner, je vous remercie. Je vous invite à rejoindre la salle. Les vice-présidents restent avec nous. On va passer à l'atelier 3, apprentissage et formation professionnelle. Et c'est Loïc Landreau et Laurent Munero qui vont venir nous en parler. Alors Loïc, apprentissage et formation professionnelle, c'est vraiment des sujets, on l'a vu hein, ce matin avec la ministre, les deux ministres et les interventions de ce matin. Dans les films qu'on a passés, on a vu à quel point ces questions-là étaient importantes et à quel point, même des deux, je dirais, c'est vraiment l'apprentissage qui focalise les attentions. Votre atelier, les débats ont été animés et la salle a beaucoup participé. Oui, racontez-nous ça, Loïc. C'est vrai que l'atelier a bruissé de discussions personnelles et de commentaires quand on avait des invités qui s'exprimaient. Et Joël Mauvigné a participé largement aussi, puisque dans le côté « je dis ce que je pense en choisissant les bons mots », il est pas mal non plus. Je pense que ça a l'air intensif par ici. En tout cas, effectivement, la salle a presque trouvé cette simplification de la réforme suspecte. J'ai eu l'impression, c'était presque trop beau pour être vrai. Alors on va revenir là-dessus.
C'est vrai que donc du coup, cette réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, elle a été présentée par le gouvernement lui-même comme un Big Bang, une révolution copernicienne. Du coup, c'est cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a pour ambition de transformer de fond en comble les règles de la formation professionnelle. D'ailleurs, le président Griset l'a dit ce matin, si vous vous rappelez, l'U2P fonde beaucoup d'espoir sur cette loi pour faciliter la vie du maître d'apprentissage et puis permettre aux jeunes, évidemment, de trouver un métier correspondant à la réalité économique. Alors du coup, simplifier ces dispositifs, lever les freins, sécuriser les parcours, lutter contre le chômage des jeunes, est-ce que ces objectifs ont été remplis par cette réforme? Eh bien, pour répondre avec nous, nous avions Marie-Caroline Missire, qui est directrice du développement de DigiSchool, un groupe leader de l'éducation numérique en France. Il y avait donc Laurent Munro, qui est à côté de moi, président de la commission orientation, éducation et formation de l'U2P. Joël Mauvignier, vice-président de l'U2P, en charge de l'orientation, de l'éducation et de la formation. Alain Druel, chargé de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage au sein de la délégation générale de l'emploi et à la formation professionnelle. Et puis Sylvain Maillard, député La République En Marche de la première circonscription de Paris, qui lui a été au centre un petit peu des débats et des querelles. On va y revenir. Alors la nouveauté oblige, évidemment, on s'est principalement axé sur les nouveautés de cette réforme, sur ce que ça va engendrer pour vous, à savoir quand même que les entreprises de l'U2P représentent la moitié des 420 000 apprentis de France. Ils forment la moitié de ces 420 000 apprentis. C'est pourquoi les échanges se sont logiquement concentrés sur cette thématique particulièrement. D'abord en rappelant ce qui change. Alain Druel disait qu'aucune réforme n'a abordé autant de points. On rapproche l'orientation du terrain, on a simplifié la procédure de séparation entre l'apprenti et l'employeur, et puis entrer et sortir de la formation à tout moment est plus facile. Il n'y a pas de minimum d'heures, la mise en œuvre est facilitée et adaptée aux contraintes des entreprises. Et côté financement, ce qui était évidemment une thématique qui était très attendue, eh bien la règle est désormais la suivante: je signe un contrat, j'ai un financement. C'est cette phrase, justement, qui a fait bruisser un petit peu la salle, puisque certaines personnes ont dit oui, si ça marche, si c'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, l'opérateur de compétences ne peut pas le refuser, ce financement, et les aides viendront d'un seul tuyau, c'est celui de l'URSSAF. De son côté, Sylvain Maillard a rappelé un chiffre fort, 1,3 million de jeunes n'ont ni formation ni emploi, et on a un vrai déficit de compétences en France. Si on ne les forme pas, on n'arrivera pas à faire baisser le taux de chômage. Or, aujourd'hui, l'apprentissage ne concerne que 7% des jeunes de 16 à 25 ans. C'est pourquoi, a dit Laurent Munro, qui est juste là, c'est pourquoi les CFA vont se multiplier, notamment dans les lycées professionnels où ils seront obligatoires. Oui, non, ça c'est ce qu'a dit le député de Paris d'ailleurs, c'est pas vous. Vous avez réagi à ça, effectivement, en disant que l'éducation nationale allait devoir créer des CFA, que les entreprises pourront le faire aussi alors que les CFA ne se remplissent pas. Ça, ce sont bien vos mots. Et qu'il ne faudrait pas que ça fasse trop et qu'on oublie que ce sont aux professionnels de fixer les priorités en termes de formation. Alors c'est vrai que malgré la bonne volonté du gouvernement qui a été reconnue par tous les interlocuteurs, Marie-Caroline Missire a rappelé que les grandes annonces se succèdent depuis des années, mais ces plans volontaristes n'arrivent pas à porter leurs fruits en France à cause de difficultés réglementaires, on le sait bien, mais aussi plus fondamentalement d'un problème de culture. Ben oui, l'apprentissage c'est toujours vécu un peu comme un échec malheureusement, et c'est pas le cas en fait chez nos voisins européens. D'ailleurs, elle a rappelé Marie-Caroline Missire que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder était passé par l'apprentissage. Joël Mauvignier a d'ailleurs rappelé qu'on en avait ras-le-bol d'entendre que l'apprentissage est une voie de garage, mais que pour changer les mentalités, eh bien, il allait falloir 20 ans. 20 ans pour sensibiliser les parents, arrêter de donner des bonnes notes aussi aux enseignants quand ils envoient leurs élèves vers de longues études. Et le ministre d'ailleurs de l'Éducation nationale avait promis à l'U2P d'aider dans la communication et vous avez regretté qu'il lève le pied malheureusement et qu'il ne soit pas aussi investi dans cette communication-là. Et vous avez même lancé après un appel aux chefs d'entreprise eux-mêmes en disant « il faut accepter de recevoir, de parler et de former ces jeunes ». Il y a une question SMS qui a provoqué un peu l'hilarité dans la salle. Pourquoi ne pas organiser des stages dans les entreprises artisanales pour les conseillers d'orientation ? Effectivement, pourquoi pas, après tout. C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas. Marie-Caroline Missire, quand même, a pris la défense de ces personnels-là qui sont souvent, c'est vrai, les boucs émissaires. Et il faudra aussi, selon elle, des initiatives locales pour informer les jeunes et leurs parents, et puis que les entreprises s'investissent fortement.
La réforme de la formation professionnelle. Maintenant, bon, effectivement, on en a présenté les nouveautés encore une fois. Selon Joëlle Mauvigné, donc, il fallait faciliter le départ en formation des salariés. Et ça, la ministre l'a bien entendu. On a des salariés qui ont besoin de se former, les métiers évoluent. On s'inscrit dans un parcours tout au long de la vie et ça change beaucoup de choses, ça c'est ce qu'a dit Laurent Munro. Et puis côté financement, eh bien, l'idée c'est de concevoir un organisme paritaire collecteur adapté au périmètre des métiers de l'U2P. Alain Druel, qui a été chargé donc de présenter les principales nouveautés de cette réforme, a dit que toute une série de règles contingentait la formation et que l'idée, selon lui, eh bien, c'était de simplifier ces règles, de favoriser les formations à distance ou même en situation de travail. C'est vrai qu'on le connaît tous, il y a tout un tas d'acronymes très compliqués et très opaques actuellement, qui renvoyaient à des dispositifs différents et tout aussi opaques. Tout ça a été remis sur la table. Sur le compte personnel de formation, eh bien, on est passé à une monétisation en euros, accessible depuis une application, pour que la personne en fait, conduise son propre parcours sans passer par un intermédiaire. Néanmoins, si elle a besoin de conseils, eh bien, un accompagnement est prévu. En bref, pour Alain Druel, eh bien, on a armé l'individu pour qu'il conduise lui-même son projet. Et pour conclure, ce sujet a donné lieu donc à un vif échange entre Sylvain Maillard et Joëlle Mauvigné. Il y a un risque, selon vous, puisque le salarié choisit sa formation et elle ne sera peut-être pas adaptée aux besoins de l'entreprise, donc attention aux dérives. C'est ce que vous lui avez dit assez fermement. Et pour le député de Paris qui lui a répondu, eh bien, il disait que les métiers allaient profondément changer, évidemment, et se transformer, que les salariés eux-mêmes allaient changer 5 ou 6 fois de métier tout au cours de leur vie et plus seulement rester dans une seule entreprise. Les temps ont changé et en tant que puissance publique, eh bien, on doit les aider à développer leur employabilité. Merci beaucoup, Loïc. Merci Loïc Landreau, merci. Laurent Munero, président de la commission éducation, orientation et formation de l'U2P. Joëlle Mauvigné est avec nous depuis ce matin, vice-président de l'U2P en charge de ces questions-là. Je vais commencer avec vous, Laurent. Alors, je disais, il a beaucoup été question dans cet atelier de la question de l'apprentissage, de comment rendre l'apprentissage attractif et en même temps, il fallait le dire au moins une fois dans la journée, et parallèlement, de faire en sorte que l'apprentissage s'adapte aux nouvelles demandes de votre clientèle, aux nouvelles demandes du marché. Oui, en effet, c'est vrai que l'animateur voulait absolument qu'on lui parle de formation professionnelle et à chaque fois on revenait sur l'apprentissage. Donc il a dû un peu se fâcher, hein, c'est vrai. Pourquoi? Parce que forcément c'est dans notre ADN, l'apprentissage. Beaucoup d'entre nous ont été apprentis, ils sont devenus chefs d'entreprise après et souvent maîtres d'apprentissage. Donc c'est normal qu'on ait envie de parler de ça. Si on veut que l'apprentissage s'adapte justement à nos entreprises, c'est parce qu'il n'était pas forcément. Madame la ministre, elle l'a très bien dit tout à l'heure, pour un boulanger, les horaires ne correspondaient pas, pour un couvreur, on n'avait pas le droit de monter sur une échelle, pour plein de choses, il fallait que ça s'adapte. Donc c'est bien qu'on ait travaillé sur ce sujet-là et qu'enfin, le gouvernement ait pris en compte les demandes qu'on avait. Je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les CFA. Je n'ai jamais dit, surtout pas, qu'il fallait que l'éducation nationale ouvre des CFA. Bien au contraire, je réagissais à une parole de Sylvain Maillard en disant justement qu'on avait un peu peur de cette concurrence parce qu'on avait déjà des centres de formation avec des formateurs, avec des gens qualifiés et que c'était plutôt bien de les utiliser. Ça fait aussi partie de l'apprentissage et ça fait partie des choses que nous, on voudrait pour nos métiers. Des formations qui ne soient pas celles qu'on voit quelquefois dans des établissements de l'éducation nationale qui ne sont pas toujours adaptées à ce que nous attendons dans nos entreprises. Très bien. Joëlle Mauvigné, on parlait de l'apprentissage, on a parlé des doutes sur la concrétisation des réformes. Il y a un point qui est revenu aussi dans cet atelier, c'est la question du financement, sur la facilitation du financement et les nouvelles mesures qui facilitent pour vous le recours à des apprentis. Le financement des maîtres d'apprentissage. Oui, mais enfin, on avait ce matin la ministre qui annonçait 6 000 et 3 000. C'est parce qu'on nous disait au départ. On nous disait 2 fois 6 000. Bon, enfin, bon, on verra bien à l'arrivée. Mais en fait, de toute façon, c'est une certaine aide. Paraît-il qu'en signant un contrat, automatiquement, tous les mois, on aura un fléchage par rapport à l'URSSAF
où on aura eu un financement pour nos apprentis, parce que de toute façon, c'est vrai que, comme vous le disiez et comme l'a dit l'animateur, on est revenu sans arrêt sur l'apprentissage. Parce qu'avant de former nos salariés et de demander des ouvriers qualifiés, parce qu'on en a besoin dans nos petites entreprises à tous les niveaux, il faut qu'on recommence à former. Je reviendrai aussi sur, quand j'ai dit il faudra 20 ans en France, c'est 20 ans sur la culture, sur la mentalité. Il va falloir faire tout changer. Changer la mentalité des parents, changer la mentalité de l'orientation. Je sais que l'animateur, ce matin, j'ai ru un petit peu dans les brancards. Oui, parce que je me suis entretenu avec le député. Il est évident que le ministre de l'Éducation nationale, on lui avait demandé, quand nous avons fait la délégation de la grande table ronde avec le président Griset, on lui avait demandé, je lui avais demandé personnellement, communiquer. Nous, bien sûr qu'on va communiquer, mais il faut que ça vienne aussi de l'Éducation nationale, parce qu'on peut avoir toutes les bonnes volontés, mais il faudra quand même que l'Éducation nationale nous aide à communiquer. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est bien. Je pense que c'est des contacts qu'il peut y avoir avec tous les acteurs, le maître apprentissage, les professeurs de CFA, les jeunes, ceux qui ont été primés, c'est tout un contexte comme ça qui redonnera le blason de l'apprentissage. Comment vous expliquez? Moi, j'ai la chance de me déplacer souvent en Europe, dans d'autres pays européens. Je vois en Allemagne, je vois la Suède, je vois le Danemark, qui sont des pays où les jeunes sont fiers d'être apprentis. Ils ont 12, 13 ans, 14 ans, ils ne pensent qu'à ça, ils se battent pour avoir la bonne formation, et ils sont super contents. En plus, ils voient qu'au bout, il y a de l'emploi, au bout, il y a de la rémunération, il y a de la gratification, même de la fierté de ce qu'on fait. On est trop au perché en France, on est trop prétentieux. Oui, on est trop au perché, c'est vrai. Et je le dis, moi, l'apprentissage, l'alternance, particulièrement l'alternance, c'est la voie de l'excellence. Et vous avez dit tous les critères, qu'on gagne bien sa vie, qu'on réussit professionnellement, etc. Donc c'est pour ça que ces mentalités-là, il faut que les gens soient fiers. Premièrement, que leurs enfants fassent de l'apprentissage, parce que, je le dis, on va me dire, il rabâche mon vignier, un chirurgien, pour moi, c'est un manuel ou un intellectuel? Je pense que c'est plutôt un manuel avant tout, d'accord, mais il faut, pour faire marcher les mains, il faut que le cerveau fonctionne en même temps. Et puis, j'ai dit ce matin aussi une chose, c'est qu'il va falloir que le maître d'apprentissage, parce que vous avez entendu la ministre, et nous le savons, l'UDP, elle nous a donné les clés du camion. Mais on s'aperçoit qu'il y a des endroits, il y a une demande de jeunes qui veulent aller d'apprentissage, et nous n'avons pas de maître d'apprentissage. Donc là aussi, il va falloir que nous nous remettions à former. Et puis en même temps aussi, je dirais, peut-être qu'on va me tirer les oreilles à la sortie, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Il va falloir aussi que les chefs d'entreprise montrent l'exemple. De transmettre peut-être, pas par obligation, mais dire à nos enfants que peut-être que nous avons réussi, et ils le voient, puisqu'on les a élevés dans une certaine dignité, hein, d'accord ? Et donc, à ce moment-là, essayer de promouvoir nos métiers et pas de dire, comme on l'a entendu dans le temps, je fais un métier de 1, je ne gagne pas ma vie, je fais des heures. Mais si on a choisi ça aujourd'hui, on en est fiers. On ne regarde pas nos heures, oui, en tant que chef d'entreprise, mais ça, c'est notre problème. Parce qu'on est motivé. Et donc, de dire aussi nous-mêmes que nous avons réussi dans nos métiers. Merci beaucoup. Merci Joël Mauvigné. Merci Laurent Munero. Et on va terminer avec l'atelier numéro 4 qui était consacré à l'Europe et à la place des petites entreprises dans l'Europe. Linda Ladibi nous rejoint, ainsi que... alors, Dominique Andrac n'est pas là, donc on va faire avec vous, messieurs Pierre Martin et Bernard Stelter. Linda, ça va être à vous. Alors, moi, ce que je retiens du compte-rendu que vous m'avez fait tout à l'heure de débat dans cet atelier, c'est qu'on s'est posé la question finalement de savoir... Mais comment la grande Union européenne, la superstructure de l'Union européenne, peut vraiment prendre en compte les intérêts et les destinées de la petite entreprise de proximité? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question, Audrey. C'est précisément la question centrale qui a été au sein de ce débat. Est-ce que l'Europe, finalement, se préoccupe suffisamment des intérêts des petites et moyennes entreprises? Alors, il a été rappelé ce chiffre assez régulièrement. Plus de 90% des entreprises de proximité donc, font partie effectivement de l'écosystème entrepreneurial.
On a évoqué forcément autour de cette question des sujets transverses qui étaient inévitables, avec le Small Business Act, par exemple, qui a été mis en place dès 2009. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, où en est-on? Forcément, l'hypothétique émergence d'une Europe plus sociale, où est-ce qu'on en est également? Plus d'homogénéité, finalement, dans les acquis sociaux, dans les protections. Le travail détaché, forcément, évidemment, avec Elisabeth Morin-Chartier. Alors, pour répondre à ces questions, évidemment, on avait des intervenants. Je vois Père Myrtin à ma droite, vice-président de l'UDP, qui était avec nous. On avait également donc Elisabeth Morin-Chartier, je l'ai dit, députée européenne. On avait Dominique Henrec, président de la Commission des affaires européennes de l'UDP. On avait Jean-Rémy Bure, qui était directeur des partenariats du groupe Vive, et on avait bien évidemment Christophe Barbier, qui est venu parler aussi, donner sa vision de l'Europe. Alors, sur cette vision de l'Europe, Jean-Rémy Bure s'est exprimé en premier. D'un point de vue personnel, il dit que l'Europe devrait être définie comme un programme de paix. D'un point de vue professionnel, il finit par une question, est-ce que l'Europe a-t-elle assez ou a-t-elle fait assez ou différemment de ce qu'on attendait pour les entreprises de proximité? Pour Pierre Martin, qui est à ma droite, le ressenti était plutôt négatif, on doit bien l'admettre. Je cite, « Les TPE et PME ne sont pas suffisamment prises en compte. Plus aussi, nous n'avons pas les moyens humains et financiers comme le font les grands groupes. » Il faisait référence notamment aux lobbies, qui prennent peut-être un peu plus de place, et vous le regrettiez. Dominique Henrec a commenté un sondage récent dans lequel 88% des petites entreprises étaient mal informées, selon l'Ipsos, de tout ce qui se passait finalement au sein de l'Europe. Et c'est aussi un chiffre qui peut aussi concerner finalement les citoyens, qui s'intéressent assez peu finalement, c'est aussi ressorti du débat, au sujet et aux problématiques de l'Europe. Alors, je cite Dominique Henrec, « Le gros problème de l'Europe est qu'elle est méconnue. Dans les petites entreprises, les gens sont le nez dans le guidon. Il y a donc des chaises vides lors des prises de décision importantes. » Christophe Barbier donc, en appelle à une révolution politique et fonctionnelle de l'Europe. Il cherche une harmonisation finalement de tous les enjeux. Je cite, « L'Europe est un chef-d'œuvre en péril. Les États hypertrophiés ont fait place à une Europe technocratique. Or, une révolution passe soit par une guerre, soit par une volonté colossale de chefs d'entreprise ou des gouvernements ou des peuples. Il faut donc impliquer les citoyens. » On a bien sûr aussi parlé du Small Business Act, comme je l'ai énoncé, qui a été mis en place en 2008. Selon Madame la députée, on peut faire mieux. Selon Pierre Martin, je cite, « Toutes les difficultés mais toute la difficulté est une harmonisation entre les différents pays, puisqu'il existe des distorsions considérables. On avait même évoqué, est-ce que finalement on n'aurait pas élargi l'Europe un peu trop vite? Elisabeth Morin-Chartier, je cite, a répondu « Les TPE, PME sont la pépite finalement de tous les pays. De toutes les directives que je fais ou amendements, la création d'emplois est essentielle. Une autre priorité est l'adaptation des salariés aux évolutions de l'entreprise, qui passe par l'accès aux fonds européens, notamment le Fonds social européen, car il est plus facile d'adapter un salarié aux évolutions de l'entreprise que de l'indemniser dans le chômage, puis avoir politique de retour à l'emploi. Et bien sûr, il faut aller plus vite et plus efficace. » Alors Dominique Henrec relance. Ce n'est pas facile, ils sont à Bruxelles, il faudrait qu'ils puissent davantage se déplacer, venir sur le terrain et donc venir en entreprise. Elisabeth Morin-Chartier a répondu, nous sommes beaucoup dans les visites d'entreprise, sans doute pas suffisamment, mais il faut aussi assurer tout le volet législatif à Bruxelles, à défaut de pouvoir davantage être sur le terrain. J'achète dans la presse une page pour faire de la communication, donc elle évoquait en fait son impossibilité finalement d'être toujours en contact des citoyens pour parler de ce qu'elle fait. Christophe Barbier donc, a cité « Le discours sur l'Europe est en train de se noircir ». Il regrettait finalement ce discours des médias qui était plutôt pessimiste. La directive sur le travail détaché, défendue par Elisabeth Morin-Chartier, a été votée par 70% des voix, on le sait. Elle a même plaisanté. Mais pour tout vous dire, je ne vais pas aller passer mes vacances en Pologne tout de suite. Alors soyez contents, elle a même précisé qu'elle était plus connue là-bas qu'en France. Dominique Henrec a nuancé, nous sommes super bons élèves pour la transposition des lois, mais des mauvais élèves pour l'utilisation des fonds. Il le regrette. Il y a beaucoup trop d'administratifs. Nouvelle approbation évidemment de la salle sur ce point-là. On a évoqué un aspect central qui était l'Europe sociale. Un compromis sur les droits sociaux est-il possible au sein de l'Europe? Il y a plusieurs points durs en jeu. Le premier,
Quelle peut être finalement la durée d'un détachement? Le travailleur doit-il prendre dès le premier jour le statut du pays d'accueil? Ou est-ce qu'il faut attendre 6 mois, 12 mois, 24 mois? La question de la rémunération également. Dans une directive de 1996, la référence est le salaire minimum appliqué dans les pays d'accueil à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Et puis, Madame la députée a cité, les chefs de gouvernement avaient laissé 4 ans pour son application, j'ai imposé 2 ans partout en Europe. Alors, à la question « A-t-on élargi l'Europe trop vite ?», Christophe Barbier a répondu « Il fallait faire très vite pour sauver la paix ». Face au dégel de l'autre partie de l'Europe, mais il y a eu des dérives. Dotons-nous de règles pour constituer un groupe pionnier, premier pas vers l'émergence d'une nation européenne, encore un point qu'il a longuement défendu. En attendant, donc une question autre, en attendant l'avènement d'une nation européenne, quid d'une Europe sociale et plus précisément d'un mutualisme, donc une spécificité française. Jean-Rémy Bure s'est défendu sur ce point. Il s'est saisi de la question en disant que selon une enquête Ipsos, l'harmonisation sociale figure en première place des attentes des habitants. En tant que mutualistes, nous avons des relations de proximité via l'assurance et les services à la personne, mais les règles européennes ne reconnaissent pas la mutualité. Nous n'avons pas de statut face aux grands assureurs, forcément, puisque les entreprises non lucratives ne sont pas reconnues en Europe. Et Elisabeth Morin-Chartier cite « L'éloignement des citoyens vis-à-vis de l'Europe vient peut-être du fait qu'ils ne se sentent pas dedans. L'économie sociale et solidaire, nous sommes seuls, les députés français, à la porter dans le projet d'une Europe sociale. » Et le mot de la fin est revenu à Jean-Rémy Bure, qui s'est dit persuadé que la protection sociale est un enjeu fort des entreprises en termes de responsabilité sociétale. Merci, merci beaucoup Linda Ladibi. Alors Pierre Martin, vice-président encore de l'UDP, et vous êtes en charge des affaires européennes, vous participiez évidemment à cet atelier. On a vu une question SMS tout à l'heure, à quand une politique européenne dirigée, prenant en compte les intérêts des TPE? Bon, on parlait tout à l'heure du temps qu'il a fallu pour que la loi en France, les lois sur le travail notamment, s'intéressent réellement au fonctionnement des TPE. On imagine qu'à l'échelle européenne, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est ce qui a été dit tout à l'heure et aussi dans le groupe de travail, c'est les 28 mois, pratiquement 3 ans, pour traiter le cas des travailleurs détachés, alors que d'emblée, on était alerté par nos collègues du bâtiment qu'il y avait cette distorsion de concurrence très forte. Et donc là, Madame Morin-Chartier fait un travail remarquable. C'est une des seules qui vraiment s'est approprié ce dossier et qui l'a porté comme d'autres dossiers. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, nos collègues sur le terrain, ont continué à subir et à vivre ces problématiques liées aux travailleurs détachés. Alors, oui, nous rappelons toujours les 90% d'entreprises qui sont des entreprises de moins de 20, mais tout le monde en Europe, tous les pays n'ont pas la même conception du statut de l'entreprise, et en particulier de l'entreprise artisanale. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai rappelé aussi ce matin que nous étions très défavorisés, et c'est léger dans mon propos, par rapport aux grands groupes et aux cabinets de lobbying qui sont en permanence à Bruxelles et qui défendent les intérêts des plus grands, et indiquant par là et rappelant par là que pour ce qui nous concerne, pour l'Assemblée permanente des chambres des métiers et l'UDP, nous ne pouvions plus financièrement financer un chargé de mission, un bureau de l'artisanat à Bruxelles, et que donc nous y sommes à travers notre cotisation à l'UA-PME. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors les branches, certaines branches effectivement peuvent le faire, mais pas toutes, et il est difficile de porter une politique pour les TPE quand on n'a pas les moyens d'être sur place, et surtout de ne pas pouvoir assurer le lobbying qui mériterait d'être fait. Alors, après, on peut aller encore plus loin. On a effectivement ces divergences et ces différences culturelles, sociales, voire économiques, entre l'Europe du Nord, qui, sur le plan social, est toujours très en avance, et qui souhaiterait qu'on étende leurs acquis sociaux au plus grand nombre. Et puis, on a effectivement les pays qui sont plus à l'Est, qui freinent
eux, très forts, pour dire, attendez, nous, on n'en est pas là, et c'est pas possible. Donc, la difficulté, c'est pour notamment la Commission des affaires sociales de l'UAPME de faire des propositions à la Commission européenne qui relèvent d'un consensus. Et c'est d'autant plus difficile, parce qu'on va aller jusqu'au bout pour tout se dire, c'est que cette Commission des affaires sociales, où nous sommes environ 25, nous sommes trois professionnels. Tous les participants, les autres participants, sont des administratifs et pour certains d'entre eux, ont la double appartenance avec, par exemple, Business Europe qui représente les grandes entreprises et aussi le secteur des TPE. On ne peut pas être en même temps sur l'un et sur l'autre, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Pierre Martin pour cette intervention. D'un mot Bernard Startler, parce que vous ne faisiez pas partie de l'atelier, puis j'ai envie de vous dire bienvenue, puisque j'ai appris peut-être en même temps qu'un certain nombre de personnes ici ce matin que vous preniez cette vice-présidence. Votre point de vue sur cette question de la place de la TPE dans l'ensemble européen? Mais je crois clairement, tant qu'il n'y a pas d'Europe fiscale ni d'Europe sociale, on aura clairement un souci. On aura clairement un souci. Et effectivement, Pierre Martin le disait, tant qu'on n'a pas, et quels moyens on veut bien se donner dans l'artisanat pour faire du lobbying au niveau de l'Europe, parce que ça marche comme ça. Et trop longtemps que des mesures impopulaires qui sont prises, les États membres disent que c'est l'Europe parce qu'ils n'assument pas, on donne aujourd'hui une mauvaise image de l'Europe. On est en pleine période électorale européenne. Je crois que l'ensemble du secteur de l'artisanat doit se réunir pour savoir quelle politique on veut mener, qu'est-ce qu'on va défendre et qu'est-ce qu'on va demander aux candidats qui vont mener la liste des européennes. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait une PAC, une politique artisanale commune, pour qu'on puisse travailler à l'ensemble des pays européens, que l'UAPME et l'ensemble des pays s'attachent à des réflexions et qu'est-ce qu'on va leur demander pour nos entreprises artisanales. Donc on a des vrais sujets pendant les 7-8 prochains mois, que l'ensemble des acteurs de l'artisanat se réunissent. Et qu'est-ce qu'on demande aux têtes de liste pour les affaires européennes et qu'on crée une vraie politique artisanale commune sur l'Europe pour les quelques années à venir. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Je vous garde un petit peu encore, Monsieur Lébus, pour l'intervention d'Anne Barsac dans un instant. Mais messieurs, merci. Vous pouvez les applaudir, hein, les vice-présidents. On va poursuivre et en arriver à la dernière partie de notre journée. Alors là, je suis sûre que le jingle n'est pas encore passé, qu'il faut le lancer maintenant. Alors, on a rendez-vous maintenant avec 2 invités, Marie Barsac et Claude Onesta, auxquels je demande de nous rejoindre tous les deux, puisqu'ils vont intervenir. Merci, merci de les applaudir. Je vais vous installer au pupitre, Marie. Installez-vous à côté. Merci. Bonjour. Alors Marie Barsac, on va commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes directrice d'Impact et Héritage, membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Et si j'ai demandé à Monsieur Lébus de rester, c'est parce que l'U2P a signé une charte sociale dont vous allez nous parler maintenant. Et il était signataire finalement au nom de l'U2P de cette charte. Tout à fait. Au mois de juin dernier, on recevait le CIO pour une revue projet, c'est-à-dire une présentation de l'état d'avancée du projet de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc c'était au mois de juin, en plein milieu des grèves des transports, vous vous souvenez. Et nous avons réussi ce petit tour de force, quand même, je le souligne, de réunir l'ensemble des organisations patronales et syndicales autour de la table pour signer cette charte sociale Paris 2024. Donc évidemment, l'U2P était l'un des 3 signataires côté employeur. Alors qu'est-ce que c'est cette charte? En fait, c'est tout simplement 16 engagements pour des jeux qui doivent être économiquement et socialement responsables.
Ça a l'air simple en le disant, mais c'est des engagements qui sont très forts et qui démontrent la volonté de Paris 2024 réellement de s'engager pour une certaine façon d'organiser les Jeux. Donc vous aurez compris qu'on cherche à traduire cette campagne de candidature des Jeux inclusifs et solidaires, ces Jeux pour tous et des Jeux aussi pour le plus grand nombre et les plus petits. Donc ça veut dire quand on a traduit ces 16 engagements, qu'on a pris des engagements autour évidemment de générer de l'activité pour les TPE-PME. C'est un des points très forts de ces 16 engagements. C'est aussi générer de l'activité pour le local, aussi bien pour développer l'activité économique locale que pour générer de l'emploi local. Et ça, c'est important parce qu'on a à l'esprit, nous qui avons travaillé sur le sujet des Jeux olympiques et paralympiques, que d'autres grands événements organisés en France n'ont pas eu cet impact au plan local et que, du coup, on a pris un engagement dans ce sens. On a aussi pris des engagements pour lutter contre toute forme de discrimination. Le comité d'organisation, par exemple, a signé récemment la charte LGBT comme un exemple pour traduire un des 16 engagements. Et donc, vous voyez que ces engagements, ils sont aujourd'hui en place et on a déjà commencé à travailler. Eh bien, on va demander justement à Patrick Libus de nous dire un mot de cette charte, mais très court, hein, parce qu'on est déjà... Oui, mais je vais faire très court. En tous les cas, c'est important pour nous. C'est important pour ce que seront nos Jeux olympiques. C'est important aujourd'hui, c'est important dans les mois, dans les années qui viennent, et puis c'est important pour après. Derrière, il y a de l'emploi, il y a de l'activité, il y a de l'économie de proximité, et de trouver une charte qui va protéger les personnes qui vont travailler sur ces marchés-là, qui vont permettre à des entreprises de proximité d'accéder à ces marchés, c'est extrêmement important. Ça va donner une autre image, entre parenthèses, d'autres jeux qui se sont passés à d'autres endroits, de jeux qui vont se passer dans quelques temps, où on pense quand même que la protection sociale, le comportement humain par rapport à ceux qui travaillent sur les chantiers est quand même un petit peu négligé. Et pour nous, c'est important. Donc on y est attaché à l'U2P, on est attaché à ce que ces jeux soient le rayonnement mondial, ultra-mondial, mais que derrière, les entreprises que l'on représente, de toute taille, puissent accéder à ces marchés. Et ne pas écarter ces petites entreprises qui ont des savoir-faire incomparables, qui savent faire des choses que d'autres ne savent pas faire, se retrouvent écartés du marché. Et d'être dans une action sociale de ce type-là, pensez bien que l'U2P devait être présent, comme elles le sont les deux autres organisations patronales et les organisations syndicales salariales. On a tenu une réunion hier sur ce sujet-là. On va continuer de se réunir. On va chercher les meilleurs objectifs pour que chacun y trouve sa place économiquement et humainement. Merci beaucoup, Patrick Libus. Alors, je vais vous inviter à rejoindre vos collègues comme ça. C'est un téléphone qui va avoir du mal, là. Merci. Comme ça, on ne va pas faire de jaloux. On garde Marie Barsac et Claude Onesta avec nous. Marie, alors, quelles retombées, on parlait à l'instant de l'aspect humain, social, de la prise en compte de l'individu hein, dans la mise en place des JO, mais quelles retombées économiques, parce que c'est important aussi, les entreprises de proximité, les artisans peuvent attendre des Jeux Olympiques? Alors pendant la phase de candidature, on avait diligenté une étude d'impact économique qui avait chiffré un montant à hauteur de 10,8 milliards d'euros générés du coup par l'organisation des Jeux sur le territoire. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous sommes maintenant organisateurs, donc on va devoir recalibrer ce chiffrage, comme celui de l'emploi, puisque l'étude d'impact économique avait aussi chiffré une fourchette entre 119 000 et 247 000 emplois créés directement par les Jeux, et là on a aussi lancé une cartographie des emplois pour affiner ce chiffre. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'effectivement il va y avoir un impact sur le territoire et un impact économique. Aujourd'hui, monsieur le soulignait, on a signé la charte et on a mis en place un comité de suivi de cette charte. Participent à ce comité de suivi les signataires de la charte. Et que faisons-nous avec eux? On construit les modalités qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif de donner accès au marché aux TPE-PME, créer de l'emploi local, créer du développement économique local. Donc première action et sujet qu'on a lancé, c'est la création d'une plateforme qui s'appellera Entreprise 2024, qui verra le jour en 2019, rien ne presse encore, mais en tout cas on a créé les conditions de la création de cette plateforme pour que cette plateforme ne soit pas seulement
une plateforme de publication des marchés qu'on va lancer, ça Maximilien ou d'autres le font très bien, mais une plateforme qui en plus va générer un dispositif d'accompagnement des entreprises pour que celles-ci puissent suffisamment en amont se préparer à répondre au marché. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est aussi là où on aura besoin de vous pour travailler sur ce sujet. Donc je suis contente d'être là pour vous en parler directement, mais c'est important parce que c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que nous, on va faire l'effort de penser suffisamment en amont les marchés qu'on va lancer, à les traduire, à les écrire, à les expliquer pour que le tissu économique, et notamment celui des TPE-PME, puisse se préparer à répondre ensemble, c'est-à-dire que vos entreprises puissent s'associer pour répondre ensemble à des marchés, parce que ces marchés sont parfois de grande taille, mais aussi, et ça c'est aussi ce qu'on veut faire, nous on veut impliquer nos entreprises sponsors à travailler avec vous, que du coup on crée du lien entre des grosses entreprises, vous en parliez un peu tout à l'heure, les grosses entreprises françaises, elles prennent l'habitude de faire aussi appel aux talents des entreprises de petite taille. Et ça, c'est essentiel, et c'est comme ça qu'on crée en fait un précédent, et comme ça qu'on crée une culture différente d'organisation des jeux pour qu'on crée de la valeur et de la richesse par le développement économique, et notamment des TPE-PME. Cette plateforme, je le dis aussi, c'est important, elle n'a pas vocation à exister que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est une plateforme qui a vocation à être utile pour tous les grands événements sportifs qui auront lieu sur notre territoire. C'est déjà un engagement qu'on a pris et avec lequel, du coup, on travaille déjà avec les grands organisateurs des événements. Mais nous, on y met une condition essentielle et importante, c'est celle de tout à l'heure, c'est celle de l'engagement à signer, c'est celle de prendre des engagements et signer des chartes sociales. C'est-à-dire que cette plateforme, elle doit traduire une volonté réelle de l'organisateur d'organiser un événement économiquement et socialement responsable. On veut du socialement responsable, on veut du durable aussi. Hein. On l'a assez dit, la maire de Paris, on le sait, très impliquée sur les questions de développement durable. Il faut que ces Jeux Olympiques soient exemplaires en la matière. On ne veut plus voir ces énormes structures qui ne servent plus à rien, ces villages olympiques qui tombent en décrépitude. Et ça rejoint les valeurs de l'artisanat et de l'entreprise de proximité. On voyait tout à l'heure encore dans la journée à quel point l'artisan est passionné par ce qu'il fait. Il ne fait pas un travail à très grande échelle industrielle, il veut réussir dans sa voie et donc il est attaché à la durabilité de son produit, de son action, de son service. Oui, tout à fait. Alors c'est un travail aussi qu'on va mener avec les branches professionnelles pour faire connaître aussi les marchés du coup des jeux et associer les acteurs pour qu'il y ait aussi, vous parliez tout à l'heure de l'emploi et des apprentis, des jeunes qui pourraient s'intéresser à vos métiers. Ça aussi c'est un travail qu'on va lancer. Je vous parlais tout à l'heure de la cartographie des emplois, donc l'outil statistique qui va nous permettre de chiffrer les emplois, mais surtout, au-delà de les chiffrer, les définir de combien d'emplois dans le bâtiment on parle, dans les travaux publics, dans le tourisme, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'organisation, dans la sécurité. On va chiffrer du coup tous ces emplois. En face, on va mettre les parcours de formation qui sont censés répondre à ces emplois. Et puis enfin, on va regarder sur le territoire quelles sont les réponses que l'on a. Quelles sont les réponses en termes d'offres de formation. Donc quels sont les organismes de formation, les CFA qui peuvent accueillir du coup des jeunes qui pourraient postuler à ces emplois. Et puis on va mobiliser tous les acteurs de l'insertion pour qu'on aille chercher des publics qui sont parfois éloignés de l'emploi pour leur donner une chance grâce aux emplois générés par les jeux. Là aussi, vous allez avoir un rôle parce que des emplois, il y en aura chez vous. Si vous décrochez des marchés, ça veut dire que vous allez aussi générer de l'emploi. Et on a intérêt, collectivement, à faire comprendre aux jeunes, notamment, mais pas que ces emplois, ce n'est pas des emplois comme les autres. C'est des emplois pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez, c'est l'histoire du tailleur de pierre. Il y a le tailleur de pierre qui fait un peu la tête parce qu'il casse un caillou, et puis il y a celui qui sourit parce que lui, il construit une cathédrale. Mais là, c'est un peu pareil. On va devoir ensemble faire rêver autour de ces emplois qui vont être générés par les Jeux, et quels que soient les emplois, pas seulement quand on travaille dans un grand groupe au service des Jeux, mais aussi quand on travaille dans l'artisanat, dans le tourisme et la proximité autour des Jeux. Merci beaucoup. Merci Marie Barsac pour cette communication. Je vous laisse rejoindre la salle. On termine avec vous, Claude Nesta. Faut-il vous présenter, ancien sélectionneur de l'équipe de France handball? Venez avec moi. Je vous ai pas beaucoup vu assis sur les bancs, sur les parquets. Je vous ai plutôt vu debout, en train de motiver vos équipes. Donc c'est pour ça que je vous demande de vous approcher, de venir avec nous là. Bon, je voulais vous présenter, mais vous avez tout gagné.
hein, avec votre équipe. Je crois qu'aucun grand rendez-vous sportif n'a échappé aux garçons que vous avez formés pendant des années et sélectionnés et entraînés. Et ça paraît tout à fait logique qu'on vous demande aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, de réfléchir à la performance des sportifs français, à la haute performance des sportifs français. Dites-nous en quoi consiste votre mission, Claude Onesta. Ben, écoutez, d'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Bonjour au président Griset, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais un certain nombre de ces résultats de l'équipe de France de handball ont été réalisés avec comme sponsor principal à l'époque l'artisanat. Et le président Griset était, je dirais, l'élément fédérateur de ce projet. Donc on a porté avec fierté, et je pense que de temps en temps on l'a mené au plus haut, cette image de l'artisanat pour nous. Bah, écoutez, je crois que Marie a expliqué tout ce que devaient apporter les Jeux Olympiques, tout ce que l'on devait organiser pour que non seulement les Jeux Olympiques soient un moment d'exception, mais que l'héritage dont on pourra tirer profit par la suite soit essentiel pour notre pays. Je crois que moi, j'essaie juste de ne pas gâcher la fête. Parce que si on organise de magnifiques Jeux Olympiques et que les athlètes français ne sont pas au rendez-vous de ce moment et ne réalisent pas les performances espérées, je pense qu'effectivement, la fête risque d'être un peu moins drôle. Donc voilà, nous on essaie, donc contrairement au comité d'organisation qui lui est complètement centré sur l'accueil, la réalisation des infrastructures, l'organisation des Jeux. Mais moi je travaille effectivement sur comment mettre en œuvre, et la ministre des Sports précédente, Laura Flessel, m'avait donc confié la mission de rénover le modèle du sport de haut niveau en France pour espérer... C'est pas un petit challenge, mais doubler le nombre de médailles, puisque d'ordinaire, le résultat des athlètes français tourne autour de 40 médailles depuis une vingtaine d'années. Et là, on n'en demande pas moins que 80. Mais de tous les métaux. Oui, de tous les métaux, oui. On préfère le doré, hein, mais oui, bon. Non, mais j'ai bien compris. Mais je pense que, bon, bien évidemment, c'est un challenge énorme. Mais c'est surtout l'opportunité, et là je rejoins l'idée, quelle est l'utilité des Jeux Olympiques et Paralympiques. On peut se dire dans un pays, qu'on les fasse chez nous, qu'on les fasse chez le voisin, tout compte fait, c'est peut-être pas essentiel. Alors, il y a des gens qui estiment que ça va coûter beaucoup trop d'argent, d'autres qui essaient d'expliquer que ça peut en ramener beaucoup. Et surtout, c'est le fait d'accueillir le monde et d'une certaine façon d'être au cœur, je dirais, des regards de la planète. Alors bien sûr en matière d'organisation, en matière d'accueil, mais aussi en matière de savoir-faire. Et là, on ramène les choses à ceux qui savent construire. Donc je crois que véritablement, les Jeux, c'est un moment unique, c'est un moment de partage, c'est un enjeu national énorme. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable, comme le disait Marie, de dépasser, ce n'est pas une compétition sportive. Et on le sent bien aujourd'hui, moi qui partage donc tous les jours la transformation du modèle sportif, tous les gens qui essaient de nous rejoindre en nous disant comment peut-on vous aider, des chefs d'entreprise, mais aussi des experts en matière médicale. Et aujourd'hui, tout le monde veut être au rendez-vous de ce moment-là. C'est quand même, c'est pas arrivé depuis 100 ans. On a la chance que ça arrive au moment où on y est. C'est vrai qu'on les a longtemps attendus, ces Jeux. Vrai, hein, on a beaucoup candidaté, et voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on les a, et il est de la responsabilité de tous d'en faire réellement un moment prestigieux, un moment grandiose. Et si ça peut en plus, on l'a vu dernièrement avec la victoire des footballeurs, créer ces moments d'unité populaire où le pays s'enthousiasme autour de ces sportifs, je crois que c'est le rendez-vous qu'on se propose de préparer. Mais Claude Onesta, loin de moi l'idée de remettre en cause votre mission, mais je vous entends parler du nombre de médailles qu'il faudra ramener, du fait de réformer le système du sport de haut niveau français, la fabrication du champion français.
Mais on en a déjà pas mal des champions. On a quand même, alors oui, peut-être qu'on ramène moins de médailles qu'une nation comme les États-Unis. On est un petit peu moins nombreux à être licenciés aussi. Hein. Mais on a eu les experts, on a les braqueuses, on a un Teddy Riner et j'en passe et des meilleurs. Des champions du monde et champions olympiques, parce que souvent ils cumulent champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. On en a dans le sport des valides et dans les Jeux paralympiques. Bien sûr. On en a déjà plein. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas les pousser encore, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu un travers français de se flageller et de ne pas assez valoriser nos atouts? Écoutez, je pense que c'est... Si on interroge les entreprises, est-ce que sous prétexte qu'elles ont performé un jour, elles vont s'arrêter de se remettre en question, de progresser, d'innover? Et je crois que notre quête, c'est celle-là, c'est comment réfléchir la situation, non pas en se satisfaisant de ce que l'on a déjà fait, mais comment peut-on avoir l'ambition de se projeter pour justement être au rendez-vous du mieux. Alors très souvent dans le monde de l'entreprise, on vous dit il faut faire plus. Et je crois que l'idée que l'on défend sur l'expertise, et l'expertise dans le monde sportif pour ce qui me concerne, c'est tout compte fait, on s'aperçoit assez rapidement qu'il ne suffit pas de faire plus. Il faut toujours vouloir faire mieux. Et faire mieux, c'est comment aider un athlète. Moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, je suis au cœur de la machine. Quand on voit des athlètes qui, tous les jours, s'entraînent des heures et des heures, et qui, effectivement, espèrent et ont le potentiel de réaliser une médaille aux Jeux Olympiques, quand on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux ne sont même pas assurés sociaux, galèrent tous les jours pour arriver à manger, pour faire manger leur famille. Et nous, on est là, spectateurs de ces gens-là, en leur disant « Allez, on compte sur toi, vas-y, fais-nous vivre des moments exceptionnels. » Et quand à la fin, ils échouent, on a tendance à leur dire « Ouais, mais t'es nul, toi, qu'est-ce que tu fais là? Pousse-toi. » 4e, voilà. Quelle mauvaise place. Et je pense qu'effectivement, accompagner les athlètes, c'est les mettre dans des conditions d'abord de dignité qui fassent que notre pays puisse être fier de ce qu'ils font, et ensuite, véritablement, d'investir sur des modèles nouveaux. Aujourd'hui, on voit bien que la technologie est au rendez-vous de toutes les transformations. Le sport doit être ardemment axé sur ces technologies. Donc aujourd'hui, éviter que le sport soit quelque chose géré par des anciens, avec l'idée que ce qui se faisait avant était bien, donc il n'y a pas raison de changer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est être au rendez-vous de la technologie, au rendez-vous, et on l'a dit, je crois que ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre, parce que ce n'est pas fabriquer un champion. Fabriquer un champion, la fabrique est là, et comme vous le disiez, plutôt capable de produire. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un champion? Est-ce qu'arriver dans les 8 meilleurs mondiaux, c'est être un champion? Bien sûr que c'est une réalisation majeure. Mais comment fait-on quand on est 8e pour continuer à croire à l'aventure, pour non plus se contenter d'être 8e, mais arriver à monter sur le podium? Et comment fait-on quand on est arrivé 3e et qu'on a le sentiment d'avoir vécu un moment exceptionnel, de se dire non, il y a encore une étape à franchir, je veux monter sur la plus haute marche? Mais je crois que c'est ce travail-là qu'il faut qu'on analyse de manière plus fine. C'est l'environnement de ces athlètes-là qu'il faut qu'on soit capable, non pas pour faire de la course à la médaille pour la médaille, mais la course à la médaille, c'est quoi? C'est tout compte fait la vitrine de ce qu'est le sport. Le sport de haut niveau doit être exemplaire par son comportement et identitaire pour que les gens puissent regarder et avoir envie de participer. Mais je crois que l'héritage pour le sport, c'est un héritage qui va bien au-delà du sport de très haut niveau et de la médaille. C'est avoir un pays qui soit plus sportif, donc en meilleure santé. C'est avoir un pays qui soit habitué par l'image du sport à se réunir, à se fédérer, à faire ensemble. Je crois que c'est ça la vraie leçon et la vraie école du sport. C'est l'école de la vie, l'école de l'éducation. Et je crois que petit à petit, investir sur les Jeux Olympiques et avoir la fierté de reconnaître les athlètes français aux Jeux Olympiques, c'est aussi par cette dimension-là. Vous parliez de l'école de la vie, c'est aussi l'école de l'effort, parce que quand vous dites on est 8e mondial, c'est déjà formidable, mais il faut encore progresser. On est arrivé 3e, il faut progresser vers... Il faut tellement d'efforts pour les sportifs de haut niveau, tellement de sacrifices, tellement se faire la guerre à soi-même tous les jours
pour y aller. Et puis on a cette médaille de bronze, mais c'est génial, mais allez, il va falloir encore mettre un effort pour faire encore mieux la prochaine fois. C'est très très dur, hein, au-delà du physique, c'est très dur mentalement, ça demande beaucoup de qualité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait transposer dans le monde de l'entreprise de proximité ou de l'artisanat? Parce que je disais tout à l'heure, bon, il n'y a pas de petites entreprises, il y a des entrepreneurs qui se lèvent le matin. Là aussi, sans vouloir faire de démagogie, je pense qu'il y a un effort énorme au quotidien et que parfois, il faut se faire la guerre pour y aller, quoi. Oui, il faut se faire la guerre pour y aller. Il faut se faire non seulement la guerre pour y aller, mais la guerre pour continuer à performer, pour soi, mais aussi pour les autres. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est la capacité à assumer des responsabilités qui dépassent le cadre de l'acte lui-même. Un sportif, c'est vrai qu'il y a de la souffrance, c'est vrai qu'il y a de l'effort, mais c'est aussi l'endroit où il se réalise le mieux. C'est aussi l'endroit où il vit ses plus grandes émotions. Donc il ne vit pas que dans cette souffrance. Le jour où il n'y a plus que de la souffrance, il faut vite lui dire d'arrêter. Je crois que c'est effectivement l'endroit où le moteur pour lui, c'est de continuer à essayer d'être meilleur, à essayer d'améliorer. Et c'est vrai que j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait « ce n'est pas binaire ». Et dans le sport, c'est fatalement binaire. C'est-à-dire vous avez gagné ou vous avez perdu. Et vous avez beau expliquer que vous avez perdu mais que vous avez bien joué, ça n'intéresse personne. Donc ça veut dire qu'il faut aller au bout de son chemin. Mais je crois que le chemin n'est pas que le chemin du sport de haut niveau. Celui qui joue à un niveau local ou celui qui joue à un niveau départemental a la même ambition de devenir le meilleur possible. Et je crois qu'il faut accompagner chacun dans cette démarche qui est une démarche de faire du mieux possible. Si en plus on est capable d'identifier qu'il faut savoir le faire ensemble, et c'est là que le monde de l'entreprise se reconnaît dans la démarche sportive ou inversement. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait pertinemment, et moi je suis un coach de sport collectif, donc j'ai pu évaluer au fil du temps quelle était la dimension et l'intérêt de l'équipe. Une entreprise, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une équipe. Sauf qu'il y a des entreprises où les gens s'associent, collaborent et vont devenir réellement une équipe et aller chercher les résultats qui peuvent être ceux de l'équipe. Et il y a des entreprises où l'équipe ne se compose jamais. Parce qu'effectivement, on a préféré lutter les uns contre les autres que s'associer, collaborer pour réaliser ensemble. Donc je crois qu'on est exactement dans les mêmes démarches et qu'effectivement, pour ce qui est de l'effort, pour ce qui est de la gestion du danger, j'imagine bien que les chefs d'entreprise qui sont là savent ce que c'est que ne pas dormir, savent ce que c'est que devoir assumer bien au-delà de l'heure où on sort de l'entreprise le stress qu'il peut y avoir. C'est effectivement celui d'un entraîneur qui doit réfléchir pour tous les autres. Et quand l'heure de l'entraînement est terminée, pour autant, la journée continue. Et la nuit, on se réveille avec l'idée qu'il faut avoir du lendemain. Donc je crois que c'est un choix de vie. Mais encore une fois, moi je le dis très souvent, ceux qui ne mettent en avant que les efforts et les souffrances doivent vite passer à autre chose. Je crois qu'il y a avant tout des émotions, il y a avant tout du plaisir, il y a avant tout de la réalisation. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aboutir au plus haut niveau sans passer par cette dose de souffrance. Merci beaucoup, Claude Merci Nesta. Merci pour votre témoignage. Claude Nesta, s'il vous plaît. Alors, on arrive à la fin de notre journée. J'aimerais que nos 5 vice-présidents et le président Griset nous rejoignent sur scène pour, ça va être la photo finish. Messieurs les vice-présidents, allez, encore un petit effort. Et monsieur le président, je ne sais pas si vous voulez aller à la tribune ou plutôt vous mettre ici. Je vais vous laisser entourer de votre équipe, nous dire le mot de la fin. Venez, messieurs, à côté de lui. Venez. Un, deux, trois. Voilà. Juste 2-3 mots. D'abord, pour de nouveau vous remercier de votre présence et du fait que vous avez eu la gentillesse de rester jusqu'au bout, même si vous avez chacun à retourner chez vous.
Dire également que je pense que vous avez bien compris qu'au titre du LUDP, grâce à vous, grâce au travail des confédérations et des vice-présidents, on commence un peu à la fois à imprimer notre marque, à avoir quelques petits résultats, quelquefois même des bons résultats, mais que le chemin est encore long. La pente est rude, mais qu'en continuant, on arrivera. Pourquoi on arrivera à obtenir satisfaction? Parce que nos revendications sont légitimes, les valeurs qu'on porte ne sont pas contestables, et qu'au bout du compte, lorsqu'on explique, qu'on arrive à persévérer, à avoir de la ténacité, on arrive à gagner. Et donc, je crois qu'un peu comme les sportifs, c'est pas on fait la guerre. On fait la guerre avec ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas décider. Mais on ne souffre pas parce que ce qu'on fait, on pense qu'il faut le faire pour l'ensemble des collègues qu'on représente. Et que donc, on va continuer ensemble. Je redis ce que j'ai dit ce matin, on a besoin de vous pour que sur le terrain, vous puissiez relayer nos positions, vous puissiez aller, le mot, je l'emploie, harceler les parlementaires pour leur faire comprendre l'endroit où on doit aller. On a besoin aussi de vous pour que vous puissiez contribuer à élaborer nos positions. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, l'UDP, non seulement aura sa place à ce qu'elle a déjà, mais ensuite, l'UDP obtiendra les satisfactions et les résultats attendus par nos collègues. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Merci Audrey Pulvar qui a permis aussi à cette journée d'avoir son sourire, son élégance et sa compétence. Merci et bon retour à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous remercier tous et encore un mot pour dire merci, 1000 fois merci à toute l'équipe technique de la Maison de la Mutualité, à l'équipe de Vicensis, à l'équipe de Net et Précis, aux restituteurs qui ont travaillé pour la restitution, aux animateurs évidemment de cette journée. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir participé aux ateliers, d'être restés jusqu'à la fin. Eh bien, messieurs, je vous dis, alors peut-être que je ne serai pas là, mais en tout cas, à l'année prochaine pour les prochaines rencontres de l'UDP. Merci. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Très bien. J'espère que ça vous a...